Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour à toutes et à tous, mes chers camarades. En cette rentrée 2015, on parle beaucoup de la CGT dans les médias, même si Corinne l'a rappelé, on ne l'invite pas beaucoup la CGT. Et il faut reconnaître que c'est pas toujours comme on le souhaiterait. Mais est-ce une surprise? Ce n'est pas nouveau. Nous ne sommes pas tombés dans ce piège. Nous avons tout de suite remis les pendules à l'heure. La rentrée de la CGT, son contenu, ses objectifs, c'est elle qui en décide, ses militants, ses syndiqués et personne d'autre. On nous reproche par ailleurs de placer cette rentrée sous le signe de l'action, avec 2 journées d'initiative et de grève déjà programmées dans les prochains jours. Je vous fais remarquer, et vous l'avez noté, que quand c'est la FNSEA qui fait des journées d'action, avec un président qui est loin d'être un petit agriculteur, mais plutôt un ami intime de Gattaz, là, c'est normal. Nous ne sommes pas indifférents à la situation que vit l'agriculture, mais nous sommes aux côtés des milliers de salariés agricoles qui travaillent beaucoup et qui gagnent peu, qui vivent dans des conditions déplorables. Et nous les invitons à nous rejoindre le 8 octobre. On a pu lire, ça et là, à la CGT, ça ne change pas, ils ne sont pas assez réformistes, ils ne comprennent rien à un monde qui bouge, il faut savoir s'adapter aux réalités. Eh bien, eux prennent leurs rêves pour des réalités. L'esprit d'indignation, de résistance, de combativité, de lutte est inscrit dans nos gènes. Nous sommes fiers de cet état d'esprit, en déplaise aux tenants du capital ou ceux qui le représentent. Tant pis pour eux, nous ne sommes pas là pour leur faire plaisir. Notre raison d'être, c'est la défense des intérêts des salariés, quel que soit leur statut social, des retraités, des précaires et des privés d'emploi. Ça fait 120 ans que ça dure et nous avons l'ambition que cela dure au moins autant. Nous ne pouvons nous résoudre à nous résigner à accepter la situation que vivent des millions de personnes dans notre pays ou à l'échelle de la planète. La situation tant nationale qu'internationale que nous connaissons depuis trop longtemps et qui s'est encore dégradée durant l'été ne fait que nous conforter. Le drame que vivent des milliers de migrants est insupportable et indigne d'une société moderne. En 2014 déjà, c'est plus de 3500 personnes, femmes, hommes, enfants, qui sont morts noyés dans la Méditerranée. Depuis le début de l'année, cette situation s'est aggravée. Elle nécessite de manière urgente une action coordonnée des États de l'Union européenne qui a une responsabilité énorme dans ce problème. Responsabilité suite aux différentes interventions militaires pilotées par les États-Unis, je pense à l'Irak, à la Libye et bien d'autres, laissant ces pays dans le chaos. Oui, nous pouvons le réaffirmer haut et fort, la guerre n'a jamais été la solution, nous sommes résolument pacifistes. Responsabilité également de l'Union européenne de ne pas avoir soutenu avec détermination les printemps arabes et les mouvements démocratiques naissants. Dans ce cas-là aussi, la démocratie a fait peur au monde des affaires et de la finance. À l'inverse de cette indispensable réponse collective, on assiste à des replis nationalistes,
chaque gouvernement se renvoyant tour à tour la responsabilité de la situation. Ici, on parque les migrants dans des camps de fortune. Là-bas, on construit un mur. Ailleurs, on matraque ou on tire. Partout, on fait le jeu des partis d'extrême droite, plus ou moins fascisants, comme c'est le cas chez nous avec le Front National. Ces partis reprennent cette petite musique raciste et xénophobe qui consiste à désigner l'étranger, l'émigré responsable de tous nos problèmes. Faut-il rappeler que même si ce flux migratoire est plus important qu'ordinaire, il ne représente que 0,1% de la population européenne, c'est-à-dire rien du tout. Faut-il encore rappeler que le dernier rapport de l'OCDE démontre une nouvelle fois que l'immigration est bel et bien une chance, qu'elle rapporte bien plus qu'elle ne coûte. Il aura fallu cette nouvelle tragédie en Autriche. Et hier, l'image effroyable d'un enfant de 3 ans échoué mort sur une plage pour que quelques réactions gouvernementales se fassent entendre. La CGT doit s'exprimer plus fort sur le sujet, tant au niveau confédéral que dans les entreprises. C'est vrai également en ce qui concerne les travailleurs détachés. Voilà l'immigration qui ne gêne pas les patrons, ni les gouvernements, ni la Commission européenne. Évidemment, ils en tirent profit. Or, ce sont des questions majeures pour nous. Même si c'est difficile, ne soyons pas frileux dans notre combat contre le racisme et les idées xénophobes, contre les divisions entre salariés, contre le Front National. C'est pourquoi nous nous félicitons que durant cette même période, les luttes engagées aux côtés des travailleurs sans papier se soient poursuivies. Et nous avons connu de nouveaux succès, comme dans les Yvelines, cet été où les salariés intérimaires de chez Manpower ont obtenu un engagement de l'entreprise pour avoir les papiers nécessaires à leur régularisation, ce qui s'est traduit, il ne faut pas le négliger, par 400 adhésions à la CGT. Imaginez si les États européens, les institutions européennes ou internationales dépensaient autant d'énergie et d'argent pour s'occuper du drame des migrants qu'ils en ont usé pour peser sur les décisions démocratiques du peuple grec. La Grèce, parlons-en justement. La situation de ce pays, de ses habitants, est l'affaire de tous les citoyens européens. Les institutions financières, le FMI et la BCE en tête, la Commission européenne, ainsi que tous les gouvernements ont décidé de faire de ce pays un exemple, c'est-à-dire imposer une cure d'austérité à un peuple au nom d'intérêts financiers toujours plus gourmands. Parmi les mesures les plus drastiques, une hausse de la TVA, y compris pour les produits de première nécessité comme l'eau, l'énergie ou l'alimentation, une hausse de cotisations sociales, une réforme des retraites avec le report de l'âge de départ à 67 ans et j'en passe. Nous devons continuer à fournir des explications économiques autour des problématiques de la dette, y compris en faisant le lien avec ce que nous vivons chez nous, dans les collectivités territoriales, dans les hôpitaux, où le remboursement de la dette justifie également les suppressions d'emplois, le manque d'investissement, les restructurations ou les fermetures de sites. Les objectifs budgétaires imposés à Athènes sont extrêmement exigeants, voire impossibles à atteindre. Plusieurs économistes de renom en conviennent. Je vous renvoie à l'interview de Joseph Stiglitz, proche de la CGT, prix Nobel d'économie et américain, qui développe exactement les mêmes arguments que nous. Ne soyons pas dupes. Au-delà de la question de la dette, c'est bien la question de la démocratie qui est en jeu. Les marchés financiers, les dirigeants libéraux, sociaux-démocrates tentent de démontrer aux peuples européens que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent,
Quoi qu'ils votent, ce ne sont pas eux qui décident, mais la finance seule. Ce déni de démocratie, il faut le dénoncer, car nous le vivons aussi en France, tant au niveau de ceux qui gouvernent que ceux qui gèrent les entreprises. Cette question est donc essentielle. Notre soutien au peuple grec, nos critiques vis-à-vis des institutions européennes nous valent là aussi beaucoup de railleries, voire d'insultes. Qu'importe, nous sommes dans le vrai. Notre fierté, c'est l'hommage bien involontaire que nous a rendu Nathalie Kosciusko-Morizet, NKM comme on dit, fin juin à la radio, je la cite, « Il ne faudrait pas que la Grèce devienne la CGT de l'Europe ». Merci du compliment, madame. Une autre Europe est possible, une Europe faite de solidarité et de progrès social. Le syndicalisme européen a une grande responsabilité face à cette situation. C'est le sens de notre engagement et de notre action dans la Confédération européenne des syndicats. Le congrès de la CES, qui se tiendra à Paris à la fin du mois de septembre, doit réaffirmer des objectifs précis. Un syndicalisme moins institutionnel et plus près des salariés. Un syndicalisme où négociation se conjugue avec action. Un syndicalisme qui soutient la démocratie et le respect des exigences des peuples. Enfin, un syndicalisme indépendant des États et du politique. Vous voyez, il y a quelques similitudes avec des choses qu'on dit chez nous. Nous ne sommes pas les seuls à porter ces exigences. Saluons la position de la Confédération allemande, le DGB, autour de la question grecque, tout comme le courrier adressé aux gouvernements européens par plusieurs premiers dirigeants confédéraux exigeant le respect du vote des citoyens en Grèce le 10 juillet dernier. Sans vouloir développer mon propos, je pense également bien sûr à la situation en Turquie et à la répression du peuple kurde, et toujours les massacres dans les territoires occupés. Si les autorités israéliennes ont dû se résoudre à réagir après l'incendie criminel du 31 juillet dernier, l'occupation des terres palestiniennes par des colons au mépris du droit international ne peut rester sans réaction et décision des institutions, notamment européennes et françaises. C'est pourquoi la CGT demande l'interdiction de l'importation des produits des colonies et d'imposer des règles claires aux entreprises françaises comme nous le faisons actuellement vis-à-vis d'Orange. En France, le gouvernement français poursuit à marche forcée sa politique de régression sociale. La réforme territoriale imposée aux Français constitue clairement une étape supplémentaire en faveur de l'austérité. Merci de le siffler. Le gouvernement organise la mise en concurrence des territoires et l'inégalité des citoyens. En effet, le but de cette réforme territoriale, décidée à la va-vite et une fois encore sans consultation préalable, n'est en aucun cas d'améliorer les services publics pour répondre aux besoins des populations. Ce n'est pas non plus le fruit d'une réflexion aboutie sur un aménagement durable du territoire. L'objectif affiché de cette réforme est de financer encore les cadeaux au patronat en concentrant les pouvoirs, en réduisant honteusement le montant des dotations de solidarité aux collectivités locales et en aggravant par là même les méfaits des politiques d'austérité. Que dire de l'adoption des lois Rebsamen et Macron durant l'été? Merci de les siffler aussi. À part que ce sont des preuves supplémentaires que le gouvernement n'a de cesse de s'acharner sur les droits des salariés. La démocratie parlementaire est bafouée, là aussi, puisque la loi du petit protégé de l'Élysée a été adoptée à 2 reprises grâce à l'utilisation du 49.3, c'est-à-dire sans vote, c'est-à-dire... Ils n'ont pas la cote ici, mais je m'en doutais en arrivant. C'est-à-dire
sans vote, c'est-à-dire en bafouant à nouveau la démocratie. Ces lois, nous les avons combattues. Notre position ne souffre d'aucune ambiguïté. La loi Macron, c'est moins de droits pour les salariés, c'est imposer le travail du dimanche et le travail de nuit aux salariés sans aucune contrepartie, ne serait-ce que financière, contrairement à ce qui est dit. C'est la remise en cause du Conseil des prud'hommes, avec la volonté claire de casser toute possibilité de recours aux salariés. C'est la réduction des prérogatives et des missions des inspecteurs du travail pour simplifier encore les licenciements. C'est aussi, il faut le dire, une vision d'écologie qui consiste à remplacer les trains par les cars en actant dans le même temps la privatisation des transports. À la veille de la COP 21 à Paris, je dois dire que ça laisse dubitatif. D'ailleurs, on n'arrête plus le très libéral Macron. Il a enthousiasmé un parterre de patrons, Gattaz en tête, vous l'avez sûrement vu, aux universités d'été du MEDEF, en qualifiant d'erreur historique la réduction du temps de travail et les 35 heures. Il prétend connaître l'entreprise. Évidemment, il connaît l'entreprise des patrons, oui, mais pas celle où travaillent des millions de salariés. Pour des raisons politiciennes et la tenue d'autres universités, à La Rochelle, celle-là, bonjour les Charentes-Maritimes, Valls s'est fendu d'une déclaration pour corriger les propos de son ministre. Pourtant, c'est le même Valls qui réaffirmait fin août dans le journal Les Échos, je le cite, « Nous devons poursuivre les réformes engagées ». Et on sait ce que le mot « réforme » veut dire quand c'est lui qui le dit. C'est ce qui nous fait dire que ce n'est pas le nom des ministres qui compte, mais bien la politique qu'il et elle mènent. Et dans le cas de la France, elle n'est pas bonne, cette politique. Le bilan du gouvernement est lourd et la réalité incontestable. Le nombre de privés d'emploi bat des records et les derniers chiffres du mois de juillet ne trompent personne. Il faut trouver du travail aux chômeurs, pas modifier les modes de calcul ou pire, radier les demandeurs d'emploi en multipliant les contrôles. Ce que demandent nos camarades et les salariés de Pôle emploi, ce sont des embauches pour bien faire leur travail et s'occuper dignement de ceux qui cherchent du boulot. Ceux qui en trouvent restent de fait dans la précarité puisque 84% des embauches aujourd'hui se font en CDD. C'est bien l'échec de la politique affichée du gouvernement, ou plutôt la démonstration qu'après le temps des promesses, il y a le temps de la soumission aux exigences de la finance et du patronat. Faisons un bilan du pacte de responsabilité et des aides versées aux entreprises. Des milliards d'euros ont été donnés aux entreprises, près de 200 déjà. Et ce n'est pas fini, comme dirait la pub. De l'argent public, faut-il le rappeler. Ce sont évidemment ces mêmes milliards qui font défaut à la qualité des services et des entreprises publiques, à l'hôpital, à l'enseignement. Dans le même temps, les dividendes versés aux actionnaires explosent. 1160 milliards d'euros versés l'année dernière, c'est une augmentation de plus de 60% en 5 ans. J'ai bien entendu Jacques chez Dassault, c'est pas la même chose pour les salariés. 50 milliards de plus cette année pour les 10 plus grosses fortunes en France. Je vous rappelle, mais vous le savez, que le SMIC, lui, n'a augmenté que de 0,8% sur la même période, soit un peu plus de 12 euros bruts par mois, et que le point d'indice des fonctionnaires est gelé pour la 5e année consécutive du jamais vu. Et je ne vous parle pas de la fraude ou de l'évasion fiscale. Et alors, que dire de la prime de départ du directeur général d'Alcatel qu'il touche en guise de remerciement pour l'ensemble de son œuvre de destruction du groupe, des milliers d'emplois et des fermetures de sites. Avec un parachute comme ça,
on n'est pas prêt d'avoir les pieds qui touchent le sol. De l'argent, il y en a donc, mais pas dans les bonnes poches. Il ne s'agit pas de hiérarchiser les problèmes ou les revendications. D'ailleurs, ces dernières, ce sont les salariés qui en décident, puis agissent pour les faire aboutir. Les sujets ne manquent pas. Pour autant, nous avons besoin d'alimenter un débat idéologique dont certains aimeraient nous faire croire qu'il n'a plus lieu d'être. C'est le sens de la campagne que nous avons lancée sur les salaires, dans le prolongement de celle sur le coût du capital. Non, le salaire n'est pas un coût, mais un investissement. C'est la rémunération du capital qui coûte cher, très cher. L'augmentation des salaires et des pensions est donc une urgence économique et sociale. Quand on parle salaire, on parle aussi salaire socialisé, c'est-à-dire des cotisations qui financent la protection sociale, la santé, la retraite. M. Gattaz préfère parler du salaire net. Reprenant la formule, l'important c'est ce qu'il y a en bas de la feuille de paye. Une formule, il faut bien le dire, qu'on utilise encore trop souvent dans nos rangs, à mon goût. Le MEDEF ne se trompe pas. Moins de cotisations, de charges comme ils disent, ce sont des milliards d'économies pour le patronat, et pourtant, des exonérations, je vous l'ai dit, ils en ont beaucoup. Au contraire, nous affirmons que plus de salaire, c'est plus de ressources pour la protection sociale. Nous avons formulé des propositions concrètes. Je pense par exemple à une question essentielle, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, comme le prévoit la loi. Nous demandons que le SMIC, cible des attaques du patronat, soit augmenté, car le salaire minimum doit rester une référence. Cela doit s'accompagner par un relèvement des minima dans les grilles de classification pour reconnaître les diplômes et les qualifications. La bataille autour des régimes complémentaires, Agir, Carco, est bien sûr importante pour la CGT. Le MEDEF propose une régression sociale sans précédent. Nous avons fait des propositions alternatives, j'en ai évoqué une, la question de l'égalité salariale. Cette campagne est bien cohérente avec la bataille sur la protection sociale, la santé et la retraite. Au moment où nous célébrons le 70e anniversaire de la sécurité sociale, notre système solidaire, la journée d'action du 8 octobre fédère l'ensemble de ces thèmes. La pétition de la CGT lancée fin mai, demandant l'augmentation des salaires et la revalorisation immédiate des pensions, a déjà recueilli 180 000 signatures. Mais il existe encore trop peu d'initiatives sur les lieux de travail et dans les entreprises. Augmenter les salaires et réduire le temps de travail, c'est possible. Ce n'est pas un délire de plus de la CGT. Cela va dans le sens de l'histoire. La baisse du temps de travail a toujours été un des facteurs importants du progrès social. La journée de 8 heures, les congés payés, la retraite à 60 ans, la semaine de 40 puis de 35 heures. À chaque fois, les tenants du capital ont hurlé à la catastrophe et à la fin du monde. Et pourtant, la France, le monde, a continué de se développer, les entreprises à prospérer. Les problèmes que connaît notre pays ne sont pas dus aux 35 heures. Tous ceux qui connaissent la réalité du travail et de la vie dans les entreprises, c'est-à-dire les salariés, le savent parfaitement. Le problème, c'est d'avoir cédé aux exigences du MEDEF. Le problème, c'est d'avoir cédé en matière d'aménagement et d'annualisation du temps de travail, de flexibilité, de déréglementation, comme ils veulent le faire à nouveau sur le Code du travail. Cela a été fait par tous les gouvernements successifs depuis la promulgation de la loi. Et l'État, une fois de plus, ne montre pas l'exemple quand on voit la situation des salariés de l'hôpital public. Nous pouvons saluer la mobilisation du personnel, comme celui de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui refuse, par une mobilisation exceptionnelle, le projet Hirsch-Touraine. C'est un exemple à suivre partout. Salaire, RTT, on nous accuse dans les milieux autorisés d'être à contre-courant. Eh bien, être à contre-courant
de ceux qui souhaitent un monde dans lequel la seule pensée unique, celle du capital, régnerait, cela ne nous gêne pas, au contraire. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement que ces deux thèmes, salaire, RTT, soient à l'ordre du jour du calendrier social de la rentrée, et peu importe s'il nomme ça conférence sociale, grande conférence, conférence sociale thématique, ce n'est pas une question de titre, c'est une question de contenu. Qu'est-ce qui justifierait la présence de la CGT dans une réunion avec le gouvernement et le MEDEF où l'objectif serait la fin du Code du travail et des garanties collectives? L'expérience nous démontre que sans rapport de force, nos propositions, les revendications des salariés restent toujours à la porte des réunions de négociation. Ces questions revendicatives sont au cœur de la journée de mobilisation du 8 octobre prochain. Elles doivent s'adosser aux revendications et luttes des salariés dans les entreprises. Nous voulons réaffirmer notre refus des politiques d'austérité et dire que des alternatives économiques et sociales existent. C'est notre seule ambition, mais quelle ambition! Les jeunes, les étudiants sont les premières victimes de ces politiques d'austérité qui ne font que creuser les inégalités. Permettre à la jeunesse d'être autonome, de faire des études, de construire son avenir devrait être un objectif politique constant. Partout, il nous faut revendiquer l'élévation du niveau d'éducation et de culture et rappeler que ce sont de véritables leviers économiques et sociaux, d'une part, et d'autre part, la base d'une société basée sur les valeurs d'intégration. Faut-il rappeler que les jeunes sont les premières victimes de la crise, avec un taux de chômage 2 fois plus élevé que la moyenne. Ce refus d'investir dans la jeunesse, malgré les promesses du gouvernement d'en faire une priorité, sont d'abord et avant tout les conséquences des politiques d'austérité en France et en Europe. Cette question de la jeunesse doit aussi être une de nos priorités. Nous nous félicitons que les organisations de jeunesse, UNEF, UNL, s'engagent à nos côtés le 8 octobre prochain, comme quoi la CGT des jeunes, c'est compatible. Nous avons initié une démarche unitaire depuis le 9 avril. Chacun d'entre vous connaît la difficulté de la tâche et le décalage qui existe pour certains entre les paroles et les actes, entre les postures peut-être révolutionnaires, mais en tout cas le manque d'engagement dans les manifestations et les luttes. Pour d'autres, nous connaissons depuis quelque temps leur position, souvent très proche de celle du gouvernement. Pourtant, dans de nombreuses entreprises, les choses sont différentes. Même si c'est compliqué, l'unité peut se faire. La différence, donc, se fait toujours quand les salariés s'en mêlent. L'unité est un combat. Nous ne nous résignons pas, mais à chaque fois que c'est nécessaire, nous savons prendre nos responsabilités pour rassembler, et quand personne n'est là, eh bien, nous faisons tout seuls. C'est ce que nous avons fait fin juin sur les salaires, et je pense c'est pour ça que le 8 octobre existe. Malgré de nombreuses déclarations tant patronales que gouvernementales sur la faiblesse du syndicalisme, la réalité du fait syndical est tout autre. Nous assistons à une recrudescence de la répression syndicale. Je pense que le témoignage de Fatima est particulièrement significatif. La loi Rebsamen sur le dialogue social a poursuivi son travail de déconstruction du Code du travail, afin de satisfaire aux exigences du patronat. Ce qu'ils veulent, c'est peser sur notre conception du syndicalisme. Eh bien, notre syndicalisme, ce sont les syndiqués, les militants qui en décident en congrès, ni le MEDEF, ni le gouvernement. Je veux par ailleurs apporter mon soutien à tous les camarades syndiqués, militants, mais aussi de nombreux salariés qui, dans leur engagement, soit pour des luttes, soit simplement pour avoir signé une pétition, sont licenciés, sanctionnés ou traînés devant les tribunaux. Je me permets donc de saluer ici, à Bordeaux, Corinne, secrétaire générale de l'Union départementale,
pourrait faire rire si ce n'était pas si grave, coupable d'avoir envoyé un courrier à un patron, un courrier dont les termes n'ont pas plu à ce monsieur. Et pourtant, me semble-t-il, il y avait une formule de politesse à la fin. Faudra-t-il que dans un avenir très proche, nos écrits, nos tracts, nos courriers soient validés par le MEDEF ou le gouvernement avant d'être diffusés? Il en est de même pour la remise en cause des lieux d'accueil des salariés, les locaux syndicaux, les unions locales, les bourses du travail. Je ne les cite toutes ces attaques, impossible de toutes les citer. Par contre, il faut citer nos camarades de Haute-Garonne qui ont obtenu une grande victoire à Toulouse en obligeant le maire de la ville à renoncer à son projet d'expulsion. Une victoire comme ça en appelle bien d'autres. À nous de nous mobiliser car c'est un combat juste. Le respect des libertés et du fait syndical, du droit de se syndiquer, c'est le sens de notre initiative du 23 septembre. L'objectif n'est pas de passer pour des martyrs et de dire que de se syndiquer constituerait un danger, même si la peur des conséquences, c'est la première raison invoquée par les salariés pour ne pas syndiquer. L'objectif est de démontrer que le développement du syndicalisme va de pair avec la démocratie et le progrès social. Cette rentrée 2015 et les défis auxquels nous sommes confrontés sont au cœur de la préparation de notre congrès. Rencontrer les salariés et les syndiqués là où ils travaillent, dans le cadre du plan de travail des 2000 visites de syndicats que nous avons engagées, reste une priorité pour l'ensemble des militants de la CGT et les dirigeants en premier. Des rencontres pour échanger, débattre, y compris quand on n'est pas d'accord. La CGT, c'est aussi la confrontation d'idées autour des thèmes que nous avons pointés dès le lancement de la préparation du congrès. Ne pas être d'accord entre nous, ce n'est pas un problème, à condition d'assumer ses positions. On discute, pas trop longtemps quand même, on décide, et après, tous ensemble, on met en œuvre. C'est ça la CGT, c'est ça le gage d'efficacité de la CGT. Vous le voyez, mais vous le saviez, nous avions du pain sur la planche. Des victoires ont été possibles cet été. Vous avez certainement vu la victoire importante de nos camarades de Fralib. C'est aussi une victoire qui permet de mesurer l'importance de l'industrie dans notre pays et que celle qu'ils classent comme vieille, ceux du camp d'en face ou moderne, l'ensemble de notre pays peut préserver et développer une industrie digne d'un grand pays comme la France. Alors oui, mes chers camarades, après un repos bien mérité, congé payé, c'est vraiment une très grande conquête de la classe ouvrière, je reprendrai une phrase que j'aimais rappeler à mes camarades métallos à cette période de l'année. Fermons les parasols et déployons les banderoles, tous dans l'action et que la lutte continue.